ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Aujourd'hui, dans le cadre de ma série Rencontres magiques, je vous présente Alex Michel, qui est à ce jour l'un des pionniers de la thérapie vibratoire et sonore en francophonie et l'un des grands spécialistes en la matière. Je connaissais le remarquable travail d'Alex depuis de nombreuses années, mais nos chemins ne se sont croisés qu'en 2019, année où nous avons décidé tous deux de collaborer sur des formations que je propose dans le domaine du chamanisme, des rêves et de la symbolique. Alex est musicien de formation. Il a démarré son parcours musical à l'âge de 8 ans au conservatoire d'Asnières-sur-Seine en piano et en solfège. À l'adolescence, il a commencé à se passionner pour la musique électronique et a compris qu'il pouvait créer des sons impossibles à obtenir avec des instruments classiques en faisant appel aux synthétiseurs, aux sampleurs et aux possibilités des modélisations de synthèse sonore. C'est ainsi qu'Alex a utilisé le potentiel de ces nouveaux outils et s'est lancé corps et âme dans l'utilisation des nouvelles technologies sonores pour créer ses propres compositions musicales à vocation thérapeutique. Il les a testées sur des centaines de personnes à l'aide de nombreux outils de mesure pour en vérifier les résultats et constater les bénéfices. Évidemment, une chose en entraînant une autre, c'est à peu près à la même période qu'il s'est plongé dans la recherche spirituelle et existentielle. Passons maintenant la parole à Alex. Bonjour Alex, ravi de t'accueillir sur ma chaîne. Ce qui m'a frappé lorsque nous avons parlé de ton histoire de vie, c'est la justesse de ton parcours. Même s'il n'a pas été simple et loin de là, comme c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, en découvrant ta légende personnelle en tant que spécialiste des symboles et des signes, je me suis dit que les Nornes, c'est-à-dire les fileuses de destin de la mythologie germano-nordique, se sont penchées sur ton berceau dès ta naissance, je dirais même avant, et ont visiblement tissé les fils de ta destinée. Que pourrais-tu m'en dire ? Eh bien, écoute, déjà, bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Eh bien, écoute, pour t'expliquer un petit peu mon parcours, déjà, dans le ventre de ma mère, j'écoutais de la musique, beaucoup de musique, même puisque j'avais un père mélomane et même plus que mélomane, puisqu'il écrivait sur Diapason, il intervenait sur France Musique. Il a été un des plus grands collectionneurs de musique du XXe siècle. Voilà. Je dis il a été parce il est décédé il y a aujourd'hui 12 ans. Et donc mon père, c'était sa vie. Donc il écoutait de la musique à chaque fois qu'il était à la maison. Et donc déjà dans le ventre de ma mère, je pense que j'ai dû écouter pas mal de musique. Et pas des moindres mélodies parce qu'il avait des goûts. C'était pas des musiques forcément dont on a l'habitude, des grands classiques, mais c'était assez pointu. Ensuite, eh bien, dans la famille, c'était une tradition que d'apprendre la musique. Mon frère avait fait de la clarinette, de la batterie. Moi, j'ai fait du piano, puisque déjà tout petit, il y avait un orgue à la maison. Donc, je m'étais déjà initié au clavier. Et puis, j'ai fait le parcours classique, on va dire, de conservatoire, hein, avec tous les cycles en piano et en solfège. Et puis, rapidement, j'ai voulu m'orienter vers les synthés. Voilà, les synthés parce que j'adorais le piano et j'adore toujours, hein, qui est un instrument extraordinaire, mais il me manquait la possibilité de fabriquer mes propres sons, ce qu'on appelle le sound design, non pas de jouer tout un tas d'instruments irréels en dehors du répertoire classique, mais plus de créer des sonorités auxquelles je pense et les matérialiser en son. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, tout de suite, j'ai rapidement posé à mes parents, à l'âge de 6-8 ans, des questions existentielles qu'on ne devrait peut-être pas poser à cet âge-là. Donc, je me suis rapidement aussi intéressé à la vie, à la spiritualité, très jeune. Euh, et puis, les années ont suivi. J'ai travaillé non pas dans le domaine de la musique parce que les choses font qu'on n'est on n'est pas tout de suite sur son chemin de vie, hein, on peut dévier pour X raisons. Et puis c'est lors d'une multitude en fait d'événements douloureux qui se sont
qui ont eu lieu sur un temps assez court, qui m'a fait tomber malade. Voilà. C'est plus qu'un burn-out, là, c'était vraiment une dépression nerveuse. Alors, je vais pas énumérer, mais il y a énormément de choses. Voilà. Beaucoup de facteurs familiaux, décès, de facteurs personnels, professionnels. Et par rapport à ça, en fait, c'est à cette période où j'ai commencé à lier les deux, c'est-à-dire la musique que je n'avais jamais quittée, hein, même si je travaillais pas dans la musique, euh, et mon côté spiritualité, l'attachement à la conscience pour le développement personnel et pour le mieux-être des personnes. Voilà. Donc là, j'ai commencé à beaucoup étudier toutes les thèses et tous les principes de musicologie, de sonothérapie, euh, voilà, toutes les thèses, on va dire, et toutes les méthodes qui permettent d'apporter du bien aux gens à travers les sons et la musique. Et puis, en même temps, j'ai découvert aussi Robert Monroe aux États-Unis, qui a été un précurseur dans les musiques qui permettent de provoquer des états modifiés de conscience. Et comme j'avais des notions, alors je raccourcis mon CV, hein, Natacha, bien entendu, parce que si je commence à expliquer que j'ai des compétences en ingénieur du son, tout un tas de choses en acoustique sonore. Donc, Robert Monroe, je l'ai découvert et je trouvais très intéressant ces techniques de battements binauraux. Mais en creusant un petit peu et en fouillant et en étudiant, en décortiquant ce qu'il proposait, je me suis aperçu que c'était une méthode très archaïque parce que les battements binauraux, en fait, n'a pas été inventé par Robert Monroe. Il a repris le principe et ça a plus d'un siècle. Voilà, ça a plus d'un siècle. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les techniques sonores, on peut aller beaucoup plus loin euh, dans dans la stimulation sonore, en fait, pour arriver à des états modifiés de conscience. Et j'ai commencé à créer mes propres techniques, en fait, en m'inspirant de plein d'autres méthodes. J'ai commencé à travailler sur mes propres techniques et puis ça a marché sur moi. Donc moi, je me suis sorti d'affaires, ça allait mieux, j'ai abandonné les médicaments que l'on prend dans ces états, hein, généralement. Et puis, j'en ai fait bénéficier mon proche entourage. Et puis après, je me suis lancé sur le web. Je me suis dit, tiens, je vais distribuer ce que je fais pour voir, parce que j'ai envie aussi de provoquer du mieux-être aux autres comme moi. Ça a été le cas. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. En fait, au départ, c'était complètement gracieux. J'offrais les choses. Et puis, en même temps, alors que tu me disais mon parcours sur les significations, alors il y a aussi quelque chose qui est une coïncidence ou une synchronicité ou un hasard, comme je dis souvent, le hasard a bon dos, c'est que je suis né le 8 janvier 75 et le 8 janvier 75, c'est là où la norme de l'accordage 440 Hz a été mis en ISO, voilà, a été uniformisé en fait dans le monde. Et donc à cette période, jusqu'alors, évidemment, dans mon enfance, j'avais pas fait le rapprochement parce que je m'étais pas intéressé vraiment à toute cette histoire. Et ça m'a justement donné envie d'étudier ça plus en profondeur et de voir un petit peu pourquoi on était passé de normes différentes jusqu'alors à une norme en 440. Voilà. Alors, on pourra en parler peut-être un peu plus tard. Si tu veux. Bien sûr, et c'est vrai, tu as raison, c'est tout à fait pour moi le terme que l'on utilise, c'est la synchronicité, parce que le jour de ta naissance, il y a le 440 Hertz et tu travailles sur les fréquences, et ce 440 Hertz devient la norme ISO. Évidemment, c'est une synchronicité et Robert Moss appellerait ça, a une définition très intéressante de la synchronicité qui est la synchronicité, c'est lorsque l'univers devient personnel, c'est-à-dire lorsqu'il fait un signe qui n'a de sens que pour la personne elle-même. Et donc, c'est un signe et je dirais qui te définit quelque part d'une certaine façon. Mais
tu nous as expliqué ton parcours, donc c'est ainsi, après toutes ces recherches, après avoir testé, aidé énormément de personnes dans ton entourage à titre gratuit, etc., que tu as décidé de fonder ta société Mental Waves. Alors, est-ce que tu pourrais me parler de Mental Waves, pardon, au pluriel, et des différents principes que tu utilises dans ton approche? D'accord. Alors, le premier principe, comme je l'ai expliqué, en fait, c'est là vraiment où est né Mental Waves et mon activité, mon expertise. C'est les états modifiés de conscience. C'est-à-dire que je me suis énormément penché et étudié le rythme cérébral, et notamment les ondes cérébrales et les incidences que ça avait au niveau cognition. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces stimuli sonores qui étaient utilisés par Robert Monroe sur les gammes Hemisync, ce qu'on appelle aussi la métamusique, eh bien, le principe, c'est d'avoir des stimuli sonores qui vont être perçus par le cerveau avec une différence des fréquences. C'est-à-dire que si à gauche, par exemple, on envoie du 300 Hz et à droite du 307 Hz, eh bien, le cerveau, lui, va percevoir du 7 Hz qui est équivalent à la tranche des ondes cérébrales alpha. Voilà. Alors, on va peut-être pas faire tout un laïus sur les différentes ondes cérébrales, mais en gros, on a différentes ondes cérébrales, on a différents niveaux, et ces ondes cérébrales, cette stimulation correspond à des états de conscience comme la veille, comme la relaxation, comme la transe, etc., etc., le sommeil, etc. Alors, il y a beaucoup de choses, en fait. Après, c'est plus complexe que ça. Et on va un peu schématiser. Donc, le premier travail, en fait, sur quoi? C'est le principe de la stimulation de l'entraînement des ondes cérébrales. Voilà. Où là, j'ai étudié différents principes parce que Monroe n'a pas été le seul. Il y a les battements binauraux, mais en réalité, il y a tout un tas de choses. Et moi, j'ai créé ma propre méthode pour stimuler les ondes cérébrales, où le cerveau va tout simplement faire une réponse de fréquence. C'est un mécanisme tout à fait naturel. C'est un peu l'équivalent du biofeedback. Voilà, c'est-à-dire que le cerveau va entendre un stimuli et va se synchroniser de façon naturelle. Ça, c'est un premier principe. Ensuite, le deuxième principe, c'est que je travaille sur les fréquences. Parce que pour moi, et c'est là où il y a une très grande différence entre la musicothérapie et mon travail, c'est que la musicothérapie va prendre en considération la forme de la musique. Voilà. Alors en musicothérapie, j'entends passive, non pas active. Donc active, c'est lorsqu'on chante, lorsqu'on joue d'un instrument, en passif. Va prendre en considération la forme, c'est-à-dire qu'il y a là aussi pléthore de méthodes où il y a la forme en U, il y a tout un tas de choses. Alors que moi, je ne me base pas sur le côté structure musicale en tant que tel. Alors évidemment, il faut que ce soit mélodique, et lorsque je compose aussi, je le fais à l'intuition, ça va de soi. Une musique doit faire aussi rêver et doit coller au thème de sur quoi on va composer. Mais moi, je pars du principe où ce n'est pas la musique, la mélodie en tant que telle qui fait du bien, ce sont les fréquences. Voilà, parce que le son est une fréquence mécanique. Voilà. Et on sait que le son a une incidence et perçu notamment par le corps humain, par les cellules, par les organes. Donc là aussi, il y a eu énormément de travaux, notamment avec la thérapie sonique, en fait, a vu le jour avec Edmond Royal Rife, avec Nikola Tesla, entre autres, où ils sont partis du principe que chaque organe émet une vibration et que lorsqu'on est malade, eh bien, c'est parce que cette fréquence est désaccordée et plus basse. Voilà. Et d'ailleurs, Edmond Royal Rife avait même réussi à tuer des cellules cancéreuses sur ce principe. Donc, je parle du postulat où ce n'est pas la mélodie, c'est la fréquence sonore. Alors, si on dit que c'est la fréquence sonore qui a une incidence, là, l'accordage va être super important. Évidemment. Parce que aujourd'hui,
pour revenir, pour ceux qui ne sont pas musiciens, c'est très simple. Afin d'uniformiser et que tout le monde joue, qu'un groupe de musique ou qu'un orchestre joue sur la même tonalité, on est obligé d'accorder ses instruments ou sa voix. Donc aujourd'hui, la norme, c'est le La en 440 Hz. D'accord ? Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce que, en réalité, ça a changé au fil des âges. Il y a différents peuples aussi, lorsqu'on s'intéresse à la musique asiatique notamment, qui ne composent pas sur cet accordage-là. En Inde, c'est encore autre chose, etc., etc. Et il y a tout un tas aussi de théories sur cet accordage. Par exemple, il y a la gamme pythagossienne de Pythagore, donc qui a été accordée lui en 426,70 Hz. Il y a la gamme de Fibonacci, il y a la gamme de l'arbre de vie de la Kabbale, Séphiroth, qui a aussi un autre accordage. Et puis même dans les compositeurs classiques, Mozart, par exemple, s'est accordé en 422,10 Hz. Lorsqu'on fait des recherches et qu'on analyse, l'Opéra de Paris dit Berlioz s'est accordé en 449, les pianos Steinway aux États-Unis sont accordés en 457. Le diapason Handel, c'était du 423 Hz, le baroque français du 415 Hz. Donc, on est paumé par rapport à ça, mais c'est super important. Pourquoi ? Parce que si le La de la clé, donc est accordé en 440, de là, tous les demi-tons, les tons, toutes les notes, en fait, n'ont plus les mêmes fréquences. Voilà, n'ont plus les mêmes fréquences. Et force est de constater aussi l'aberration, c'est que, par exemple, en sonothérapie, donc la sonothérapie, ce sont les bains sonores, ce sont les personnes qui vont faire des séances avec de vrais instruments, avec des bols tibétains, des bols chinois, des bols taotiens, des bols de cristal, des gongs, des cloches. Il y a tout un tas d'instruments que j'adore, d'ailleurs. Mais alors, dans la plupart des formations, on dit que les 7 chakras correspondent aux 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. D'accord ? Donc, on va dire, tel bol, c'est pour le chakra racine, tel bol, c'est pour le chakra du cœur, etc., etc. D'accord, mais c'est sur quel diapason qu'ils sont accordés, ces bols ? Parce qu'un La en 440 n'est pas du tout le même qu'un La en 432 ou qu'un La en 422. C'est pas du tout la même vibration. Et le sonothérapeute ne pourra pas dire le contraire parce que le sonothérapeute soigne avec les vibrations de l'instrument. Voilà. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on a, parce qu'il y a des personnes qui nous disent non mais c'est tel bol pour tel chakra, etc. La référence c'est le 440 Hz chez nous et la musique indienne c'était pas du tout ça. Donc, ça ne correspond pas à ce qui a été, si tant est que ça a été fait à l'origine, à ce qui a été fait en Inde, par exemple, ce qui est logique. C'est ça. Et tu pourrais, en parlant de fréquence, justement, est-ce que tu pourrais que penses-tu, toi, du 432 Hz ? Quel est ton avis sur la question ? Alors, en fait, sur le 432, il y a plusieurs soucis à mon goût. Là, c'est vraiment un jugement entièrement personnel. C'est qu'on a tendance à lire un peu des copier-coller comme information sur Internet, notamment, où sur le 432, c'est considéré quasiment comme le deuxième dieu, quoi. Enfin, en gros, si on ne compose pas sur du 432, on n'a rien compris. Ça, ce serait nier que tout est changement dans le monde, que tout est vibra, que tout est mouvement. On ne peut pas uniformiser sur un seul diapason. C'est complètement une aberration. Donc, il y a plusieurs thèses conspirationnistes, effectivement, concernant le 432, notamment avec les Allemands sous Hitler. Mais en réalité, c'est Verdi en Italie qui a mis en place le 432. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les Allemands. Les Allemands, eux, l'utilisaient déjà depuis environ l'an 1700. Voilà, ils composaient déjà sur le 432 Hz. Et après, donc, ça a été uniformisé en 440.
Alors, on dit, il y a plusieurs choses, mais qui sont intéressantes parce que j'ai aussi vérifié, moi-même, je fais des expériences. On dit que le 432 est plus en accord avec l'univers, et puis les gens qui se penchent sur la numérologie trouvent plein de similitudes, comme par exemple des similitudes avec euh, le nombre de paliers de la Grande Pyramide d'Égypte, avec la fréquence de l'eau, voilà, par exemple. Avec des expériences qui ont été faites par Emoto, notamment Masura Emoto, sur la cristallisation des cristaux. On a soumis notamment des musiques accordées en 440 et en 432, et on s'est aperçu que sur du 440, il se formait des cristaux chaotiques, et sur du 432, des cristaux tout à fait géométriques. Mhm. Alors ça, c'est pas une explication scientifique, mais c'est une explication esthétique qui va prendre tout son sens pour les personnes qui disent je ne crois que ce que je vois. Mhm. D'accord? Oui, bien sûr. Après, pour les cartésiens, on peut, mais en même temps, est-ce qu'on peut tout expliquer dans ce monde? La réponse est non. C'est-à-dire que si on part du principe où ce qui marche et sont uniquement des choses que l'on peut expliquer, ben non, ça tient pas debout parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui existent, comme notre cerveau, par exemple. Est-ce qu'on arrive à expliquer le cerveau humain? Non, on arrive à expliquer peut-être un centième de ses capacités et du fonctionnement. Et pourtant, on ne peut pas nier qu'on a un cerveau. Et puis, plein de choses. Ou pour les croyants, Dieu, est-ce qu'on arrive à Dieu, enfin, pour les croyants, est-ce qu'on a des preuves, est-ce qu'on arrive à rationaliser? Non, c'est une foi, c'est une croyance, c'est bon. Moi, je dirais, je suis pas sûre hein, que tout le monde ait un cerveau. Mais bon, ça, c'est une autre question. C'est vrai. On peut se poser des questions par moment donné, on peut en douter, hein, bien sûr. Et puis Oui, alors, il y a autre chose aussi, si tu veux, euh, ou qui peut paraître incroyable et qui risque de pas fonctionner, c'est que ce que peu de personnes savent, c'est que pour faire les choses de manière vraiment scientifique et professionnelle, on accorde toujours un instrument à 20 degrés. Voilà, à 20 degrés. Et on s'aperçoit que s'il y a un changement de température, l'instrument se désaccorde. Et ainsi, on a relevé, par exemple en Allemagne, dans des églises l'hiver, des orgues liturgiques qui arrivent à perdre jusqu'à 10 Hertz l'hiver. mhm. Voilà. Et en revanche, l'été, avec la dilatation, on va monter en Hertz. Pour des instruments, que ce soit le bol tibétain, le handpan, tout ce qui est instrument thérapeutique, c'est exactement la même chose, sauf que sur un instrument métal, pour l'accorder, c'est impossible. D'accord? Sur une flûte ou un hautbois ou une guitare, oui, on peut l'accorder. Donc, c'est tout ça un peu qui m'a turlupiné, on va dire. Euh, et c'est notamment une des raisons pour laquelle je compose principalement, même si j'utilise des instruments, avec des synthétiseurs, des sampleurs à l'aide de la technologie de l'informatique musicale aujourd'hui, la musique assistée par ordinateur, enfin bref, tous les logiciels que l'on peut utiliser dans des productions même cinématographiques ou de disques, etc. Parce que la musique assistée sur ordinateur ou les synthétiseurs, c'est pas uniquement pour jouer des sons irréalistes. On peut jouer de vrais instruments. Bien Voilà, sûr. ont été échantillonnés en plusieurs couches. Et là, ça me permet d'être beaucoup plus précis dans mon approche, tu vois. Au niveau des fréquences. C'est effectivement la prochaine question que je voulais te poser, c'est les outils que tu utilises dans ta pratique pour tes compositions, etc. Et là, ce que tu dis est extrêmement important, c'est que si tu restes avec, alors bien sûr que on utilise des outils, on fait des recherches avec des bols, etc. Mais si on ne reste qu'avec ça, on va avoir un souci pour bien le faire comprendre à ceux qui vont écouter la vidéo par rapport à l'accordage, parce que la température de la pièce devant être à 20 pour qu'il n'y ait pas, on va dire, de désaccordage, hein, tout simplement. Et après, ben ça, on sait très bien que c'est très difficile de stabiliser une pièce. Et du coup, ce que tu fais et les instruments que tu vas utiliser, que tu utilises dans ta pratique et pour tes compositions, sont bien plus précis et vont permettre de rester dans la fréquence, dans les tonalités que tu souhaites afin d'avoir de servir l'objectif que tu poursuis, c'est-à-dire l'objectif thérapeutique.
C'est ça. Alors, soit je vais composer effectivement avec des sons irréels que j'ai créés de toutes pièces, hein, donc du sound design, Mm. soit je vais utiliser des instruments traditionnels que je possède également, que je vais échantillonner, c'est-à-dire que je vais jouer, que je vais numériser dans mes logiciels et que je vais réaccorder tout simplement pour avoir des fréquences. Parce qu'encore une fois, en musique, alors je ne dis pas que la musique qui ne va pas jouer sur des fréquences précises avec les protocoles moi que je mets en place ne va pas avoir un effet, loin de là. Mais alors on parle de la musique et les émotions. Euh, on parle de mélodie. La musique aussi stimule la glande de la récompense dans le cerveau. Donc il y a tout un tas de bénéfices de la musique en musicologie pure. Mais moi je me base vraiment sur les fréquences qui vont agir euh, sur le corps humain, sur les émotions, j'irai même jusqu'au niveau énergétique, et où je peux également intégrer des stimuli, où là, c'est plus les mêmes notions de fréquence, pour indiquer aux ondes cérébrales de se caler sur des niveaux précis, sur des fréquences précises. Voilà. Mm. Et tes musiques ont-elles été testées dans un cadre clinique? Alors, elles ont été testées, exactement. Alors, notamment, je travaille avec des anesthésistes, voilà, qui ont utilisé mes musiques dans le cadre d'un hôpital, en clinique, pour, par exemple, ne pas utiliser une anesthésie partielle. Alors, pas, on n'en est pas encore aux anesthésies totales, hein, mais des anesthésies partielles ou pour réduire les douleurs, par exemple, chez les grands brûlés. Il y a également des dentistes pour les gens qui sont réfractaires et qui ont la phobie de la roulette, où ils vont faire écouter à leurs patients certaines musiques donc que je crée. Il y a tout un tas de choses. J'ai travaillé également avec une fondation pour les enfants TDAH, donc hyperactifs, avec des protocoles précis. Je leur avais fourni des musiques particulières où on a eu de très bons résultats. C'est analysé. Alors après, il y a différents outils. Où c'est pas forcément homologué, mais enfin, il y a des spécialistes, que ce soit en présentiel ou des docteurs, des scientifiques avec qui je travaille. J'utilise par exemple l'électroencéphalogramme aussi. Voilà. Donc, les électrodes que l'on met sur le cuir chevelu et qui permettent de cartographier les différentes zones du cerveau et d'analyser justement les ondes cérébrales euh, pour essayer justement de rationaliser tout ça, de voir ce qu'il se passe, la pression sanguine, le rythme cardiaque également. Euh, donc tout ça est mesuré. J'ai utilisé tout un tas de choses. J'ai même une machine aussi pour faire de la cymatics. Enfin bon, je vais pas énumérer tout ce que j'ai, mais j'utilise beaucoup de matériel. Moi aussi pour pouvoir aller dans des directions qui me semblent cohérentes et de voir si ça marche ou pas, tout simplement. Mm. Et donc, ça a été testé au niveau clinique. Et est-ce que, je suis sûre que plein de personnes vont se poser la question, est-ce que ça a un impact sur les plantes? J'imagine que oui, puisque ça a un impact sur l'être vivant, c'est logique que ça ait un impact sur les plantes et les animaux. Est-ce que tu as testé? Est-ce que tu as créé des musiques Alors, pour les animaux? Est-ce que tu as fait pas, quelque chose? j'ai pas encore créé des musiques, mais oui, ça a un impact sur les végétaux, clairement. Euh, alors, il y a Joël Steimer, justement, qui a fait la musique des protéines, notamment, et qui a une société qui commercialise des enceintes pour les agriculteurs que l'on met dans les champs. Donc ça, on sait que c'est des choses qui fonctionnent. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les végétaux, tout comme notre cerveau, émettent un micro-courant électrique. Et si vous avez vu, par exemple, L'intelligence des arbres, qui est un documentaire extraordinaire il y a 4-5 ans, ben, c'est un véritable réseau Internet hein, sous terre où tous les végétaux communiquent entre eux et vont même jusqu'à s'aider parfois, où une branche va se plier dans le temps, hein, pas comme dans Harry Potter, mais enfin, il se passe des choses complètement féeriques avec les végétaux et ils sont sensibles à la musique, aux vibrations. Euh, il y avait dans les années 80 une grande mode avec la musique des plantes. Cette mode est un peu passée, mais clairement, oui, on se rend compte que une plante qui va être soumise à certaines musiques, à des fréquences particulières, eh bien, va être plus radieuse, va se développer plus vite, va moins se faner. Euh,
Et en revanche, si on l'expose à des musiques violentes, eh bien, la tête de la plante n'aura pas du tout la même gueule, si je puis dire. Mmh. Donc ça aussi, c'est des expériences d'ailleurs que tout le monde peut faire, hein, que tout le monde peut faire, sur les animaux également, sur les chats, les chiens, les chevaux. Après, je ne suis pas allé plus loin parce que j'ai pas la structure pour et j'ai pas eu l'occasion de rencontrer des gens qui avaient des animaux plus exotiques, on va dire. Mmh. Mais également sur les chiens et les chats, oui, bien sûr, ça a une très très grosse incidence. Alors, tout à l'heure, on est passé très très vite dessus. Tu nous as parlé du chercheur japonais Masaru Emoto. Donc, c'est un chercheur qui s'est penché sur l'effet de la pensée et des émotions sur l'eau. Et il me semble que tu as demandé un jour une étude sur l'impact de tes musiques. Tu as demandé ça à son institut. Et je suis curieuse, qu'est-ce que t'a répondu l'institut? Est-ce que tu as eu un feedback intéressant? Qu'est-ce que Voilà. ça t'a donné? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai commandé en fait tout un rapport chez eux qui est d'ailleurs qui n'est pas gracieux, hein, puisque ça demande. Enfin, j'imagine qu'ils utilisent un matériel assez coûteux. Et tu vois, c'est ce classeur là Effectivement. où il y a toutes ces pages. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? En fait, j'ai pareil pour une expérience et puis pour voir ce qu'il se passait, c'est que j'ai envoyé plusieurs audios. Notamment, j'ai envoyé des audios issus de ma collection des fréquences sacrées de guérison. Mmh. Et puis, dans ces audios, petit malin que je suis, et puis aussi pour faire un test, j'ai glissé une musique qui n'est pas de moi et qui était une musique zen, lambda, qu'on pourrait écouter sur Internet, n'importe où. J'ai choisi au hasard. Voilà. Et donc, eux, par rapport à ça, ils vont exposer l'eau avec ces musiques et ensuite, ils vont la faire cristalliser. Alors, je sais plus, euh, c'est à moins 200 degrés. Enfin, ils ont des appareils spécifiques pour ça. Et à partir de ces musiques, il va y avoir des cristaux qui vont se former. Et à partir de ça, ils ont des normes. C'est leur classification. Il y a des normes, c'est-à-dire qu'il y a Biocifo l'hexagone, donc quand l'hexagone, un bel hexagone, un hexagone incliné, voilà. Donc ça, c'est pas un bon point. Un hexagone déformé, un simple hexagone, un hexagone à quatre branches, dépression. Alors là, c'est une autre, c'est pareil, hein, c'est disgracieux. Et ou alors il n'y a pas de cristal observé. Voilà. Et donc, eh bien, on s'est aperçu que sur mes musiques, ils se sont formés de très beaux cristaux. Et sur la musique que j'avais envoyée, qui avait été sans doute pas composée avec des fréquences particulières, ou peut-être qu'il n'y avait pas aussi l'émotion dans la musique, eh bien, il y avait un cristal qui était complètement tordu et qui ressemble à rien. Donc là aussi, c'est rigolo. C'est-à-dire qu'on Mmh. on ne peut pas l'expliquer, mais n'empêche que on voit les choses et on se dit tiens, un cristal, une cristallisation complètement parfaite, magnifique, et puis à côté de ça, quelque chose qui est complètement chaotique. Ben on se pose des questions. Voilà, parce qu'effectivement, Emoto à la base, c'est qu'il a montré que la pensée influence l'eau. Mmh. Voilà, parce que l'eau en fait est un véritable disque dur. Mmh. Est une matière complètement incroyable. Même les biologistes, les scientifiques n'ont jamais vraiment compris cette transformation. C'est apparenté à un caméléon, l'eau, les molécules de l'eau, et elles emmagasinent nos pensées. Si on a des pensées, euh, des mauvaises pensées, des bonnes pensées, des pensées d'amour, des pensées de joie, eh bien, Emoto a réussi à montrer sur des cristaux ce qu'il se passait. Voilà, sur ce même principe. J'étais en train de regarder, je me suis tournée pour regarder si je pouvais attraper les livres que j'ai justement des motos. J'ai des livres en français et en anglais, et pour montrer un peu, mais peut-être que je vais faire ça dans le montage de la vidéo, parce que je trouve que c'est assez parlant
quand tu dis alors des hexagones, des beaux hexagones, des hexagones simples, etc. Et puis quand il n'y en a pas du tout, et effectivement, il donne dans son livre, on voit des hexagones, enfin de l'eau, une cristallisation où il n'y a aucun hexagone, où il y a même un trou noir au milieu, c'est impressionnant. Et donc, par rapport à ta musique, en écoutant tes créations musicales et sonores, on voit bien qu'elles sont adaptées pour un champ d'application spécifique. Alors, est-ce que tu pourrais me dire à quel public tu t'adresses? Alors, principalement les gens comme toi, moi, on va dire les particuliers qui ont un mot physique, émotionnel ou psychologique à régler, ou qui souhaitent être davantage en harmonie. Donc les particuliers, et ensuite il y a à peu près 20% de professionnels qui sont soit des hypnothérapeutes, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer mes musiques dans leurs séances en plus de leur voix, pour plus facilement faire rentrer en état θ leurs patients, donc l'état dans lequel on accède à l'inconscient, voilà, l'état dans lequel on est entre l'éveil et le sommeil. Des sophrologues, des énergéticiens, des kinés, des ostéopathes, des magnétiseurs, voilà, beaucoup de magnétiseurs, des gens qui sont dans l'énergétique. Donc en fait, il y a beaucoup de professionnels, oui, qui utilisent mes audios en cabinet ou dans leur pratique, en outils complémentaires. Voilà. Alors, pour ma formation, les 6 piliers de la tradition chamanique que ta société Mental Waves distribue, tu as composé des musiques qui conduisent ceux qui pratiquent les exercices à atteindre justement ces états de conscience, ces états modifiés de conscience. Par exemple, dans le 6e pilier qui concerne l'art du conte et qui permet d'aborder sa propre légende personnelle, dans un exercice de revue de vie, tu as créé des sons qui vont permettre de changer certains paramètres et induire ce que j'appellerais une nouvelle ligne temporelle pour la personne. Alors ces sons vont aider ceux qui pratiquent l'exercice à dissoudre certaines programmations. Alors est-ce que tu pourrais m'expliquer ta méthodologie et nous dire comment tu as procédé dans le cadre du travail, enfin des 6 piliers donc. D'accord. Bah écoute, déjà, ça a duré très longtemps, hein, comme tu le sais. Ça s'est fait Oui, et oui. en 10 mois, hein. Enfin, ça a été un gros travail parce qu'il y a eu beaucoup d'audio sur mesure à faire. Eh bien, écoute, en fonction du cahier des charges, parce que déjà, il faut que j'écoute les enregistrements plusieurs fois pour m'imprégner le sujet. Donc, on a fait aussi des voyages avec des animaux. Donc, il faut que je m'imprègne de l'animal, de ses capacités, de ses acuités, de là où tu souhaites faire venir l'auditeur. Enfin, quel est l'objectif en fait de cette séance? Euh, et puis après, il y a un effet tout à fait personnel. Moi, comment je perçois les choses, hein, ça, on va dire personnel. Donc, c'est de l'irrationnel en fait. C'est vraiment de l'intuition et c'est une canalisation que je prends et je me mets au clavier et ça vient ou ça vient pas. C'est pour ça que ça peut prendre longtemps parfois, parce que je vais pas faire quelque chose si il n'y a pas eu quelque chose d'en haut, enfin d'en haut où on ne sait pas, mais euh, quelque chose. Je vais pas travailler pour travailler, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc, en fait, dans quasiment toutes les musiques, j'ai intégré justement euh, des stimulations cérébrales, voilà. Donc, soit en alpha, soit en θ, en fonction. Alors, il y avait des enregistrements de trance, par exemple, où là, on va être plus en θ. Ou en alpha, alors comme Anna Wise expliquait, parce que l'état alpha aussi, il y a différents niveaux, que ce soit méthode Silva ou Anna Wise, encore un autre principe, mais l'état alpha, on peut le décomposer en 5 ou 6 sous-groupes. Donc, j'ai choisi aussi des groupes où, dans les musiques, c'est progressif, c'est-à-dire qu'on commence en état bêta, c'est-à-dire l'état d'éveil classique d'une personne, comme on peut être à l'instant tous les deux, en théorie, en principe. Et puis ensuite, on va arriver progressivement vers l'état θ, l'état alpha, l'état de détente, de relaxation. Voilà, premier niveau, on va dire, de la méditation de pleine conscience. On fait le vide, on se concentre sur l'instant présent, on écoute ta voix, on se laisse se bercer, emporter. Et puis après, on va monter en état θ pour après redescendre, pour pas rester perché en haut, parce qu'à un moment donné, si on reste là-haut et qu'on n'arrive pas
à revenir. On peut venir, on restera jamais bloqué parce que c'est pas non plus quelque chose de dangereux, mais en tant qu'affaire, de revenir progressivement. Après, j'ai étudié les fréquences qui seraient en harmonie avec chacun de tes audios. Voilà. Et ensuite, ben, je m'y mets, quoi. Après, c'est un long travail de recherche. C'est pas, c'est très long, tout ça. De recherche, comme tu dis également de réceptivité de ce qui vient, c'est-à-dire de l'inspiration, ce qui est hyper important. C'est ce qui m'amène à une dernière petite question. C'est on trouve des musiques dites thérapeutiques sur Internet. Et notamment, on a ça sur les réseaux sociaux, on a ça sur YouTube, on a des applications, Deezer, Spotify, etc. Que penses-tu de ces musiques et surtout quelle différence y a-t-il entre ces musiques qui paraissent sympathiques, entre guillemets, et agréables à écouter, etc., et ce que tu fais toi? Alors, ben, déjà, il y a de très belles musiques, c'est vrai, qu'on trouve en gratuité, et heureusement qu'il y a aussi des choses gratuites, hein. Euh, alors, bon, le constat est très simple, c'est que, bon, d'une part, il y a des gens qui sont forts, et puis il y en a qui utilisent des arguments purement commerciaux et marketing, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire que cette musique va induire un état-theta ou est sur la fréquence 528, et en réalité, elle n'est pas sur la fréquence 528, et il n'y a rien du tout, c'est-à-dire que c'est une musique normale, tout simplement parce qu'on est peu à maîtriser ce savoir et surtout euh, à, à être expert dans la composition avec toutes ces données. Voilà. Mais l'autre chose qui va en décevoir beaucoup et qui après coup on se dit bah, peut-être que c'est un effet placebo, c'est qu'en fait tout ça c'est du MP3. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit sur les applications comme Spotify, comme Deezer, sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, eh bien, tout ça, on ne peut pas délivrer une qualité CD, en fait. C'est du MP3. Et le MP3, il faut le rappeler, c'est que c'est un format qui existe depuis quasiment les débuts d'Internet, qui a été créé à la base pour faciliter les flux et pour alléger un fichier. Voilà. Et ça, c'est pas magique. C'est-à-dire, comment on fait? On prend un fichier haut comme ça, hein, donc là, vous avez les ondes spectrales, et on va tout aplatir. C'est-à-dire que clairement, on fait une détérioration du spectre audio pour le rendre super léger. Alors, pour écouter des musiques modernes type électro, etc., les gens n'y voient que du feu. En revanche, quand on est plus mélomane et qu'on va écouter soit du vocal ou des instruments classiques, ben là, ça détériore et je peux vous dire que les puristes n'écoutent pas du MP3. Alors, moi, mon travail étant basé sur les fréquences, eh bien, déjà, la grande différence, c'est que moi, je fournis du format Wave.wave, W-A-V, qui est le format du CD, en fait, un format non destructeur, euh, qui va conserver justement toutes les subtilités d'une musique et notamment les fréquences. Voilà. Parce que le MP3, ça compresse, ça rend complètement l'audio. On va pouvoir écouter la musique, mais il y aura plus les fréquences. Voilà. Je confirme tout à fait ce que tu dis. Il y a 2 jours, j'avais envie d'écouter le Ring de Wagner. Ça va me faire du bien. Et je regarde sur Deezer et je regarde un petit peu les différents chefs d'orchestre qui proposent ça. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et puis, j'ai dit, bon, allez, on va quand même écouter. Et j'avais l'impression de ne pas du tout entendre Wagner. D'accord, je reconnaissais la mélodie, mais ça manquait de profondeur, ça manquait de force, ça manquait de tout. Et je me suis dit, mais c'est le chef d'orchestre qui est nul. Et puis, j'ai réalisé, je dis, ben non, c'est du MP3. Évidemment que ce n'est pas la même chose que tes disques, que ce que tu as en DVD ou en CD ou en disque encore vinyle, ça n'a rien à voir. Et c'était flagrant parce que ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas écouté Wagner et là, ça m'a explosé, je dirais, à la figure. J'ai réalisé que c'était pas à cause évidemment du format présenté. Et ce qui est intéressant, tu viens de l'expliquer. Et ce qui serait intéressant, c'est que les personnes qui aiment la musique, qui ont l'habitude, écoutent un de leurs morceaux préférés
et l'écoute sur Deezer ou Spotify, et puis voir un petit peu la différence. C'est vrai que c'est assez flagrant. Et ça leur permettrait un peu de comprendre tout ce que tu as expliqué jusqu'à présent, en gros. Alors, bon, malheureusement, cette rencontre touche à sa fin. Et c'est un vrai plaisir de passer tout ce temps en ta compagnie. J'ai trouvé ça très instructif. En plus de ça, tu as réussi le tour de force à nous rendre accessibles des notions musicales et sonores extrêmement complexes, voire abstraites. Et je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je t'en Alex, prie. un grand merci. Avec Alors, plaisir. ce que j'aimerais dire, surtout si pour toutes les personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur Alex, sur Mental Waves, que vous trouverez, alors tout le monde trouvera sous la vidéo plusieurs liens, celui de la société Mental Waves, la page Facebook de Mental Waves, la chaîne YouTube, ainsi que le lien d'information sur la formation qu'Alex Michel et moi-même avons créée ensemble et qui s'appelle les 6 piliers de la tradition chamanique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de découvrir le remarquable travail musical et sonore d'Alex Michel. C'est peut-être le coup de boost dont vous avez besoin en ce moment. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez envie, mettez un commentaire et rêvons et voyageons ensemble.